Ce qui est sûr avec NXT, c'est qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on va voir. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de NXT du 12 mars 2024. Et on débute directement avec OTM face à la LWO composée de Joaquin Wilde et Cruz del Toro. C'est concrètement la demi-finale d'un tournoi. Le gagnant de ce match sera intégré dans un match à 3 équipes et le gagnant de ce match à 3 équipes affrontera Bron Breakker et Baron Corbin du côté de Stand and Deliver. On a un combat qui va durer 5-6 minutes. Quelle performance une nouvelle fois de la part de LWO. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que Joaquin Wilde et Cruz del Toro sont du côté de NXT, ça devient la meilleure équipe du monde. J'avais vu déjà énormément de tweets ces dernières semaines sur ça. Joaquin Wilde et Cruz del Toro, ils arrivent à NXT et ils ont une motivation qui est extraordinaire. Il y a un petit coup de boost, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une toute autre équipe. Je trouve qu'ils sont excellents à SmackDown, mais dès qu'ils arrivent à NXT, c'est littéralement la meilleure équipe du monde. Je pense à une ou deux prises. À un moment, Joaquin Wilde va tout simplement se servir du dos de Bronco Nima ou de Lucian Price, je ne sais plus, pour se projeter à l'extérieur du ring. C'est assez exceptionnel. Et la fin de match où Wilde et Cruz del Toro vont céder sur les cordes, monter les cordes une par une, pour finalement que Joaquin Wilde arrive à porter un 450 splash pour remporter ce combat. Bref, il se qualifie pour le prochain tour et c'est une très bonne nouvelle. Roxanne Perez est sur le ring. Perez dit que la semaine dernière s'est passé exactement ce qui arrive lorsqu'on ne veut pas suivre les règles. La gentille Roxanne Perez n'est plus ici, c'est quelque chose qui bouillait en elle depuis des mois et des mois. C'est un résultat d'une année entière. À Roadblock, l'an dernier, elle s'est effondrée sur le ring après avoir battu une légende comme Meiko Satomura. Bien sûr, elle s'est effondrée après avoir porté la division sur ses épaules pendant un an. Comment elle a été récompensée pour son boulot, son titre lui a été enlevé et personne s'en est occupé. Elle a passé des mois à se battre pour remonter la pente pendant que tout le monde était occupé avec Tiffany Stratton ou Becky Lynch qui voulait un titre qu'elle n'a jamais remporté. Elle a confronté Becky sur le ring et on a agi comme si elle n'existait plus. Elle a quitté en pleurant cette soirée car elle s'est sentie sans valeur. On est tous pathétiques, mais maintenant l'opinion des fans n'importe plus. Elle est la catcheuse de NXT la plus décorée à seulement 22 ans. Gagnante du NXT Breakout Tournament, Iron Survivor, championne NXT, elle a tout gagné. Alors elle arrive pour Lyra Valkyria. Après Vengeance Day, elle s'attendait à recevoir un rematch de Valkyria après la Latina qui est intervenue dans leur match. Valkyria s'est lancée à la course au titre par équipe, alors elle a été obligée de briser les règles pour le faire à sa façon. Où étaient les fans lorsqu'Indy Hartwell avait son titre aussi? L'univers de NXT lui rappelle l'ancienne Perez qui était perdue. Elle n'a plus besoin de l'approbation de personne. C'est drôle comme l'histoire se répète alors que Valkyria a pris le chemin en ambulance. On assiste maintenant à la chute de Valkyria. Alors Ava peut venir ici rendre le titre vacant de Valkyria pour le donner à la femme qui ne l'a jamais perdu. Ava arrive et dit que Perez semble avoir oublié avoir dépassé les limites en envoyant Valkyria en ambulance sans bonne raison. Perez demande de passer directement au moment où Ava la nomme comme championne. Ava dit qu'elle n'avait pas terminé. NXT a attendu l'analyse de sa blessure avant de prendre sa décision. Tatum Paxley arrive pour attaquer Perez, mais Perez la repousse du ring. La sécurité arrive pour repousser Paxley. C'était une superbe promo de la part de Perez. On voit réellement les progrès depuis des mois et des mois, parce que ce n'est pas la première promo de Perez qu'on voit de cette manière-là. Là, elle a totalement embrassé ce rôle de heel, donc c'est une promo quand même différente. Mais je suis très heureux. Je suis très heureux parce que regardez des promos de Roxanne Perez d'il y a 1 an et demi, 2 ans, et regardez celle-ci, la différence est énorme et c'est le but de NXT, travailler pour progresser et voir les progrès à la TV. Et avec Roxanne Perez, les progrès on les voit réellement. Elle n'a que 22 ans et elle est capable de sortir ce type de promo. Ouais, c'est quand même très satisfaisant. On retrouve la famille D'Angelo au restaurant. Rizzo dit que c'était une belle soirée à Roadblock avec la victoire et le nouveau membre de la famille. Ils doivent lever un verre au nom de Luca. Luca dit qu'il s'est chargé de 2 choses pour D'Angelo. Il dit que tout le monde est fier de D'Angelo et ils ont hâte de le voir champion. D'Angelo dit qu'ils ont fait un long chemin pour avoir cette chance. C'était parfait, le moment où Lorenzo a lancé la musique de Trick Williams. Hayes a été sous le choc. Luca demande comment il a fait. D'Angelo dit qu'il a appelé Williams et il a accepté l'idée pour se venger de Hayes. Ilya Dragunov arrive dans le restaurant. Dragunov félicite D'Angelo pour sa victoire. D'Angelo dirige plusieurs business et maintenant
NXT Stand and Deliver. Lui, il a seulement le titre NXT à gérer, il est ici pour aviser D'Angelo que peu importe ce qu'il fera à Stand and Deliver, le championnat va rester avec lui. D'Angelo dit que Dragunov doit savoir que malgré ce qui arrive, le patron l'aime bien. La famille sort Dragunov du restaurant pour le kidnapper. Ils embarquent Dragunov dans le coffre de leur voiture. Robert Stone fait face à Lexis King, un combat qui va durer 2-3 minutes. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur ce match, alors Robert Stone il met toute sa volonté, il met tout ce qu'il peut. Mais c'est pas pour autant que ça m'intéresse énormément. Je trouve qu'on tourne un peu en rond avec toute cette histoire autour de Von Wagner et Robert Stone, qu'on n'a pas réellement de but. Autant au début, j'étais plutôt chaud avec leur association et ce qu'ils s'en faisaient, les segments en backstage. Il y avait vraiment des choses intéressantes. Maintenant, je trouve que ça stagne vraiment depuis des semaines et des semaines et des semaines. Et il n'y a plus grand chose à en sortir. Lexis King va remporter ce match. Après le combat, il va vouloir s'en prendre encore à Robert Stone, mais Von Wagner va venir l'aider. Bref, je sais pas où ça va, mais je suis pas vraiment emballé. Obafemi défend son titre de champion nord-américain face à Brooks Johnson, un combat de 10 minutes environ, et c'est une destruction quasi totale de la part de Femi. Vraiment, c'est 10 minutes où il va détruire Brooks Johnson. Alors Johnson va avoir quelques moments où il va revenir, pendant quelques secondes je dirais. Il y a même un moment donné qui est plutôt très sympa, mais c'est pendant une pub où l'on voit la moitié de l'image, la moitié la pub. C'est pas hyper pratique, mais concrètement c'est 10 minutes de destruction, c'est 10 minutes de domination, de dominance totale de la part d'Obafemi, assez impressionnant comme toujours, tout ça sous les yeux de Josh Briggs qui pendant le combat va essayer d'encourager Brooks Johnson pour lui donner un peu plus de force, pour lui donner du courage, parce qu'il n'arrivait à rien. Alors ça va pas servir à grand chose parce qu'il va vraiment se faire détruire, surtout Obafemi qui va enchaîner des finishes à la fin du match, qui va regarder Josh Briggs avec un sourire, l'air de dire je fais ce que je veux avec lui, vraiment je n'ai aucune inquiétude à avoir, je ne peux pas être surpris, je suis facile, je suis trop puissant, trop fort pour lui, et il va gagner ce combat. Intéressant de voir que plus tôt dans la soirée, on a eu un petit face-à-face entre Dijak et Obafemi. C'est clairement le match que je veux à NXT Stand and Deliver, et j'espère que c'est le match qu'on aura. Obafemi face à Dijak, ça a de la gueule, ça a vraiment de la gueule. On retrouve la famille D'Angelo sur un pont, ils sortent Dragunov du coffre de leur voiture. D'Angelo dit que Dragunov ne peut pas venir dans son restaurant sans s'annoncer et ne pas avoir de punition. Il a marché avec beaucoup de gens sur ce pont pour ensuite le quitter seul, mais il ne fera pas la même chose avec Dragunov puisqu'il est le champion. Malgré que Dragunov est le champion, il n'a pas tous les pouvoirs. Dragunov lui dit de montrer ce qu'il peut faire, D'Angelo dit qu'il va le faire, en attendant, il peut repartir. Gigi Dolin fait face à Ariana Grace, un combat de 5 minutes qui était très divertissant déjà sur le ring, je trouve que c'était pas mal. J'ai bien aimé la prestation d'Ariana Grace qui est certes un personnage comique, vraiment elle est très drôle, mais sur le ring elle fait vraiment bien le boulot et je trouve que c'est assez plaisant. Pendant la fin de match, elle va essayer de mettre une couronne sur la tête de Gigi Dolin, mais elle va mettre un coup bas à Gigi Dolin, l'arbitre ne va pas le voir, sauf que Gigi Dolin va se venger directement et porter un coup bas à Ariana Grace, sauf que cette fois-ci l'arbitre l'a vu, disqualification, victoire d'Ariana Grace. Toujours aussi drôle les célébrations de victoire d'Ariana Grace, t'as l'impression que réellement elle a gagné le concours de Miss des États-Unis ou peu importe, c'est toujours aussi drôle, mais bref, j'aime vraiment bien ce qu'ils font avec Ariana Grace et ce combat était vraiment très sympa. Tia Hale devait donc faire équipe avec Keleni Jordan face à Izzy Dame et Kiana James, mais Keleni Jordan va se faire attaquer en backstage et c'est finalement Fallon Henley qui va venir en aide à Tia Hale pour avoir ce match 2 contre 2 qui était bon. Là aussi je trouve qu'il y a une belle performance des 4 femmes, vraiment je trouve que c'est un vrai bon combat, très divertissant. Le public adore Tia Hale, dès que Tia Hale est sur le ring, dès que Tia Hale fait son hot tag, le public est debout, le public est à fond derrière elle. Vraiment elle est très over du côté de NXT Tia Hale et ça se comprend, mais la fin de match va être compliquée pour elle parce que à l'extérieur, eh bien Jessie Jane va écarter Fallon Henley et du coup c'est elle qui va prendre un big boot à l'extérieur du ring. Sur le ring, ça va faire le tomber du côté des heels, 1, 2, 3, victoire de Kiana James et de Izzy Dame. Et tu te dis, ok, ça sent pas très bon cette histoire pour Tia Hale, mais après le combat, Tia Hale prend le micro pour s'adresser à Jessie Jane qui était en ringside justement. Hale demande ce qui ne va pas, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle pensait que Jane était la fille la plus cool des vestiaires, que Jane était sa meilleure amie. Elle voyait en Jane une image de qui elle voulait devenir. Elle a changé pour Jane. Jane est devenue une version pourrie. Elle pensait que Jane était sa sœur, mais elle n'avait pas raison. Elle ne veut plus s'associer à Jane. Elle n'est pas suffisamment cool pour Jane, mais c'est ok. L'ancienne Tia Hale est de retour. Tia Hale commence à faire des cercles sur le ring et Jane va quitter le ring. Très heureux de ce retour de l'ancienne Tia Hale. On sentait que ça allait arriver, on le sentait venir, mais de cette manière-là, je trouve que ça a été bien fait. C'était une promo courte, efficace, intense de la part de Tia Hale qui a énormément de talent au micro aussi.
Bref, vraiment, on va partir sans doute sur une guerre Jessie Jane et sa nouvelle associée contre Tia Hale, bah ça me plaît. Ridge Holland fait face à Shawn Spears dans un combat de 10 minutes et c'était excellent. C'était littéralement excellent parce que ça représente parfaitement cette histoire entre les deux avec un Shawn Spears qui veut ressortir la vérité, le vrai Ridge Holland de cette histoire. Il veut voir qui est réellement Ridge Holland. Pour lui, c'est cet homme violent qui blesse les gens, mais Ridge Holland se cache derrière l'homme de famille, l'homme qui ne fait pas ça pour le plaisir et le fait sans le vouloir. Et c'est justement ce que va essayer de faire ressortir Shawn Spears pendant ce match. Il va réellement essayer d'énerver, d'agacer Ridge Holland pour qu'il ressorte cette haine, ressorte cette rage. Et je trouve que c'est hyper intéressant et c'est très bien amené. Et bah Ridge Holland va ressentir cette colère, va porter un gros chokeslam sur la table des commentateurs sur Shawn Spears. Il va le ramener sur le ring, va vouloir le frapper avec une chaise. Cette chaise va rester sur le ring d'ailleurs. Et justement, eh bien, Shawn Spears va en profiter pour surprendre Ridge Holland et porter son si fort sur la chaise. L'arbitre ne l'a pas vu. 1, 2, 3, victoire de Shawn Spears. C'était vraiment très bon. Et le segment main event, Trick Williams arrive sur le ring et prend le micro. Williams dit qu'aujourd'hui, c'est différent. Il a de la difficulté à trouver les mots de ce qu'il va faire. Il est en colère, il se sent trahi. En disant que quelqu'un est son frère, ça veut dire qu'il protège ses arrières et lui donne à manger. C'est ce qu'il a fait pendant 2 ans avec Carmelo Hayes. Mais pourquoi Hayes a fait ça? Oui, voir Hayes avoir du succès l'a peut-être motivé à amener son jeu à un autre niveau. Hayes a dit qu'il était heureux pour lui, il devait prendre sur lui et Trick Williams est né. Il l'a vu, les fans l'ont vu et Hayes l'a vu aussi. Il voulait voir Hayes heureux comme il l'était. Williams dit qu'il a entendu les rumeurs à ce moment disant que Hayes n'était pas si heureux pour lui, même John Cena l'a avisé, mais il ne l'a pas écouté. Alors il a demandé en personne à Hayes si c'était lui qui l'a attaqué. Hayes l'a regardé dans les yeux et lui a menti. Hayes ment depuis longtemps, ce qui fait plus mal est la partie au sujet d'être son frère. Mais Hayes a dit la vérité en disant qu'il l'a attaqué car ils ne sont pas au même niveau. Il est d'accord, ils sont bien différents. L'idiot de Hayes ne sera jamais à son niveau. Hayes a décidé de le trahir, alors ils vont le faire ainsi à Stand and Deliver. Ils auront un match, il va faire payer Hayes pour tout ce qu'il a fait et tout le monde va chanter Whoop That Trick. Le clan de Noam Dar arrive sur le ring. Dar dit que l'ascension de Williams était épique, mais Williams méritait la trahison de Hayes. Williams dit à Dar de se mêler de ses affaires. Dar dit qu'ils ne sont pas différents. Williams a perdu son ami et lui son Heritage Cup. La différence est que lui est passé à des choses plus grandes. Williams dit qu'il le répète, Dar doit se mêler de ses affaires. Dar dit qu'il n'y a personne de plus chaud que lui en ce moment. Williams dit que de la façon dont Lash Legend le regarde, on dirait bien que Dar a raison. Dar dit qu'il est prêt à exploser et rien de mieux que d'envoyer Williams au tapis. Dar dit que la semaine prochaine, ils vont se battre. Williams et Dar échangent quelques coups, Lash Legend tombe dans les bras de Trick Williams et les deux commencent à s'embrasser. Le clan de Noam Dar est sous le choc et le show se termine avec une célébration de Trick Williams. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors pour information, Trick Williams et Lash Legend sont en couple dans la vraie vie. Mais qu'est-ce qu'il vient de se passer? Honnêtement, je ne sais même pas quoi en penser. Déjà, dans un premier temps, la première partie de la promo de Trick Williams, quand il parle de Carmelo, était vraiment excellente. Trick Williams est né pour ça. Il est né pour ce type de moment, il est né pour avoir un micro en main. La deuxième partie avec Métaphore qui arrive, tu te poses des questions. Quel est l'intérêt de voir Métaphore mis dans cette histoire? Et ensuite, le baiser avec Lash Legend, ça fait beaucoup. Je ne sais même pas quoi en penser. Alors c'était du divertissement. Là pour le coup, si vous voulez du divertissement, de la surprise, eh bien vous en avez eu. C'était plutôt drôle, le public a vraiment popé pour le coup quand Williams et Lash Legend se sont embrassés. Et il y avait de quoi popper, mais je ne sais même pas quoi en penser. Alors est-ce que ça va mener à un face turn de la part de Lash Legend? Qu'est-ce que ça va amener à Trick Williams sur cette route de NXT Stand and Deliver? On se pose un peu des questions. Bilan de ce NXT, j'ai pas trouvé que c'était un excellent NXT, c'était un NXT sympa, on est sur un 7 sur 10, mais c'est un NXT qui va quand même rester un peu dans nos têtes. Déjà, c'est vrai que je suis pas énormément revenu dessus, on a eu un low blow concernant des femmes, chose qui n'arrive jamais, hein. Normalement les low blows, les coups bas sont pour les hommes et chez les femmes on le fait jamais. Et Gigi Lynn, elle a tweeté quelque chose, elle a dit eh oui, ça fait aussi mal pour les femmes. Et c'est vrai, hein, parce que j'ai vu des tweets assez débiles, l'air de dire mais non, ça fonctionne pas, tu peux pas avoir mal. Si, tu peux avoir mal, en tout cas c'est ce que les femmes disent, donc on va les croire quand même. Et du coup, c'était un premier moment assez surprenant, et le deuxième moment évidemment c'est le baiser, même plus qu'un baiser, entre Trick Williams et Lash Legend.
Bref, c'est du NXT, tu ne sais jamais à quoi t'attendre, c'est toujours assez surprenant. Les matchs étaient pas hyper qualitatifs, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. L'histoire entre Tony D'Angelo et Dragunov, très intéressant la manière dont ils ont fait ça, parce que ça rend encore un peu plus Tony D'Angelo crédible, et j'ai vraiment beaucoup aimé ces vignettes. Bref, on verra bien ce que ça va donner la semaine prochaine, mais je suis très intrigué par cette histoire entre Lash Legend et Trick Williams. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut